ce que ça signifie. En fait, ce que ça signifie, c'est qu'elle est capable de faire des prédicats, c'est-à-dire elle est capable de se dire en déplaçant tel objet, je vais pouvoir accéder à tel autre. Et ça, c'est une différence très importante d'une IAFET pour être très bien programmée pour aller déplacer un objet pour attraper l'autre. Une IAFORT, elle l'a décidé elle-même et elle a mis elle-même au point ce raisonnement. C'est-à-dire qu'elle est capable de prédire en quelque sorte l'avenir pour pouvoir faire ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire l'avenir comme vous, quand par exemple vous voyez la chaise que vous laissez pour vous asseoir dessus, vous prédisez que vous n'allez pas passer à travers la chaise, que vous allez bien vous asseoir dessus. Donc ces machines-là sont aussi capables de faire des prédicats. Ensuite, une IA forte, pour résumer, contrairement à une IA faible, ça sert à rien. C'est un peu le problème. C'est qu'une IA faible, on a vu, elle a un travail bien particulier, elle est très très bonne dans ce qu'elle fait, mais une IA forte, par essence même, à la base, elle ne sait rien faire, contrairement à une IA faible. Par contre, elle peut tout apprendre. C'est une machine, elle peut apprendre, tout ce qu'un enfant est capable d'apprendre. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas pareil. Donc en fait, c'est un système non spécialisé, c'est-à-dire qui ne sait rien faire, mais qui est capable de s'adapter à son environnement et aux besoins. Aussi, au niveau de l'apprentissage, il n'est pas limité. Alors, un peu comme nous, vous savez apprendre, mais vous savez apprendre tout et n'importe quoi, pour qu'on s'en donne la peine. Mais c'est pas une machine qui arrive à un certain stade, va dire « Ah non, je ne suis plus capable de comprendre ». Elle commence à comprendre, elle commence à apprendre, et elle peut continuer ainsi de suite, jusqu'à temps que le disque dur soit plein, ou qu'il y ait une armoire qui lui tombe dessus, je sais pas. Et ensuite, c'est une construction mentale autonome. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'un jour, va y avoir une usine avec une société qui va sortir un robot en disant voilà, super, il a intelligence, un robot, on peut parler avec lui, on peut jouer aux cartes, on peut aller faire les courses et tout ça. Ça se passera pas comme ça. Une IA forte, c'est en fait, on va dire que d'une certaine façon, elle vient au monde, c'est-à-dire que quand on la démarre, elle ne sait rien, et puis petit à petit, elle apprend. Comme un enfant, quand on est, on sait rien, et puis petit à petit, on apprend, on évolue, on apprend à parler, ce genre de choses, à marcher. Une IA forte apprend ce genre de choses aussi. Mais à titre d'exemple, je pense que certains d'entre vous ont dû voir à la télévision, aux informations, il y a eu une IA forte qui, il y a 2-3 mois, a fait une prouesse. C'est un robot qui s'appelle Robocube, qui apprend à marcher tout seul. Mais quand on dit apprend à marcher tout seul, c'est pas qu'il a été programmé pour apprendre à marcher, c'est qu'il apprend tout seul. Donc là, il en est au stade, il en est à 4 pattes, comme un bébé. Donc ça, c'est marrant de voir un humanoïde marcher à 4 pattes et qui essaye de se redresser, mais qui n'y arrive pas. Donc en fait, Robocube, c'est un peu prématuré d'en parler, mais c'est un peu le cas. C'est une des seules IA fortes qui existent sur la planète. Et donc les exemples d'application des IA fortes, en fait, il n'y en a pas, puisqu'elles n'existent pas. Donc il n'y a pas d'application. Par contre, ça occupe pas mal de personnes sur la planète, et ça intéresse pas mal de personnes sur la planète. Les chercheurs, avec notamment ici, je vous ai mis 2 robots qui sont des robots de recherche orientale. Donc là, Robocube, dont je vous parlais, qui est en train d'apprendre à marcher à 4 pattes. Il n'est pas très très beau, mais il est très très performant. Il est beau, il est performant. Et là, ici, on voit un peu moins bien, mais là, il y a Sartos. Sartos, qui est un robot qui est en... là, il est en train d'apprendre à sauvegarde. Sartos, en fait, c'est une industrie à part entière, c'est-à-dire que c'est un fabricant, vous savez, il y a des fabricants de voitures. Et bien, chez Sartos Industrie, on fabrique des robots, des corps humanoïdes, comme dans le film Man Robot, que vous avez dû voir. Un peu dans le même genre, c'est des corps qui sont pleins et sans programme. Et après, les laboratoires achètent ces corps tout près, et puis, ils créent leur propre IA forte dessus. Donc, actuellement, c'est en cours de développement, et nous, on s'intéresse avec combien de moyens à ce sujet-là. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'IA forte, ou des différences avec les IA faibles? Non. Faut pas hésiter, hein, on est là pour ça. Bon. Donc maintenant, tout ça, c'est déjà gentil d'avoir défini ce que c'est qu'une IA faible et une IA forte, mais comment on va se faire pour fabriquer ça? Parce que c'est quand même pas évident, ça se fabrique pas du jour au lendemain. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une multitude de laboratoires sur la planète qui travaillent sur ça, donc des centaines, voire des milliers, des centres de recherche. Et alors ce qui est assez fantastique, c'est qu'on se rend compte que finalement, il n'y en a aucun d'entre eux qui est d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de façons d'imaginer pouvoir fabriquer une IA forte.
Sans doute parmi toutes celles-là, il y en a une qui est juste, mais actuellement, on ne sait pas trop lesquelles. Donc, les laboratoires travaillent, et chacun dans son coin, sans s'aider. Ce qui, à notre sens, n'est pas très productif, puisque chaque laboratoire réinvente éternellement la roue. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir faire leur voiture, ils doivent inventer la roue de leur côté. Ils ne sont pas d'accord sur la taille qu'elle doit faire. C'est un peu difficile. Mais, à partir de tout ça, on distingue quand même différents types d'IA fortes. Alors il y en a une dont vous avez pu entendre parler, peut-être dans les magazines, à la télé, déjà qu'on appelle les réseaux de neurones. Des réseaux de neurones qui sont très très utilisés, notamment pour tout ce qui est Internet. Et, quand vous connectez à Internet, vous savez, vous connectez à un ordinateur distant, vous pouvez être à l'autre bout de la planète. Cet ordinateur-là, pour pouvoir l'atteindre, vous passez par des milliers d'ordinateurs. Vous savez que sur Internet, tout est traçable. Vous passez sur des milliers d'ordinateurs, mais le chemin qui est emprunté, c'est des super gros ordinateurs qui gèrent tout ça et qui souvent exploitent des réseaux de neurones avec le champion du monde des réseaux de neurones, Cisco System. Et en fait, c'est des systèmes qui imitent le fonctionnement du neurone humain, c'est-à-dire c'est des neurones virtuels. Et ces neurones, ils sont liés entre eux, comme dans le cerveau humain, et ces liaisons leur donnent certaines valeurs. Et en fonction de ces valeurs-là, ça renforce les liaisons entre les neurones et les machines commencent à être capables de réfléchir. Et on va prendre du réseau de neurones, tiens, là, les connexions Internet, tu les optimises pour que ça évite ce genre de choses. Donc le but du jeu sur les réseaux de neurones, c'est d'imiter le cerveau humain, le fonctionnement du cerveau humain, en se disant un jour, quand ça sera assez abouti, assez complexe, ça sera intelligent. C'est un pari sur l'avenir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a aussi les algorithmes génétiques. Alors là, c'est une toute autre approche. C'est en fait des programmes. Donc on prend un ordinateur, on met plein de petits programmes qui sont tous les mêmes à l'intérieur, mais avec ce qu'on appelle des variables, c'est-à-dire des petits programmes, par exemple, je sais pas moi, un programme qui va avoir les bras grands, enfin c'est une métaphore, mais qui va être bleu, ou avec plein de petites propriétés, mais c'est les mêmes programmes. Et puis on les laisse vivre dans un certain environnement. Et puis il y a des programmes qui meurent parce qu'ils ne sont pas adaptés, et puis il y en a d'autres qui survivent. Et ceux qui survivent, ils ont le droit de se reproduire, donc autrement dit faire une copie d'eux-mêmes, à condition que cette copie soit mélangée avec un autre. Et donc on reproduit en fait la théorie de l'évolution des espèces de Darwin avec ces programmes-là, en se disant qu'un jour, peut-être, il y aura un de ces programmes qui deviendra intelligent, parce qu'il aura survécu à tout ça et il sera super intelligent. Bon. Ensuite, il y a une autre méthode, alors celle-là, elle a un nom assez barbare, c'est le cognitivisme bottom-up. En fait, on a vu que dans les réseaux de neurones, on cherche à reproduire le cerveau à partir des neurones, ce qu'il compose. Dans la méthode bottom-up, ça ressemble un petit peu, sauf qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui compose le cerveau, mais les parties qui composent le cerveau. Par exemple, vous avez une partie, l'encéphale, le cervelet, qui ont chacun leur fonction et qui travaillent à partir de ça. Dans la méthode bottom-up, on va faire un programme qui correspond, en gros, à chaque zone du cerveau, et les faire travailler ensemble en se disant qu'un jour, peut-être, ça sera intelligent. Et ensuite, il y a une autre méthode, le cognitivisme top-down, qui lui prend la chose complètement à l'envers. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on regarde plus comment le cerveau est structuré, les organes du cerveau, on essaie de reproduire, mais on regarde de quelle façon fonctionne la pensée. C'est-à-dire que la pensée, il y a, par exemple, vous connaissez le rêve. Le rêve, ça fait partie de la pensée, aussi de retroulement ou différentes choses. Et donc là, il s'agit de prendre une théorie sur comment fonctionne la pensée et de la découper en éléments et de programmer chaque partie de fonctionnement de la pensée et faire travailler tout ça de concert. Donc en théorie, c'est des robots qui fonctionnent à partir de théories psychologiques. En gros, les psychologues, quand ils vous écoutent parler, ils ne sont pas juste là à écouter, ils étudient le fonctionnement de l'esprit. Et bien à partir de cette étude-là, on peut le programmer. Et nous, notre association, c'est dans ce courant-là, on en utilise le top-down. C'est possible, mais oui,